Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Opinion qui a le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Mad Codé Ndiaye. Monsieur Mad Codé Ndiaye, il est ingénieur en télécom. Il est aussi le coordonnateur des cadres de Taxawu Sénégal, de Monsieur Aboubacar Sall. Monsieur Mad Codé Ndiaye, bonjour. Bonjour Georges, je vous remercie de votre invitation et c'est un plaisir de me retrouver sur votre plateau. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, votre leader, M. Aboubacar Sall, on l'entend plus tellement sur les questions d'actualité. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui explique ce silence-là? Il n'y a pas de silence. Le président Khalifa Aboubacar Sall mène une tournée à l'intérieur du pays et il parle avec les populations des zones qu'il visite et à l'occasion, à la fin de chaque étape, il donne un point de presse au niveau de cette localité donnée et il s'exprime sur les questions surtout économiques, mais aussi quand les journalistes l'interpellent sur l'actualité, il ne manque pas de donner son point de vue. Donc il n'est pas du tout silencieux. Alors donc vous êtes lancé dans une sorte de campagne électorale déguisée avant l'heure. D'ailleurs, c'est ce qui explique certainement que votre cortège soit bloqué un peu partout. Non, il n'y a pas de campagne électorale. Ce qu'il y a, c'est que le président Khalifa Sall, depuis 2016, avait entamé une tournée à l'intérieur du pays, ce qui à l'époque lui avait valu ses déboires judiciaires, parce que si vous vous rappelez bien, quand il était à l'étape de Tambacounda, c'est là qu'il a été convoqué pour faire face à la justice. Et donc, quand il a repris toutes ses libertés, c'est pour cela qu'il a appelé sa tournée nationale Motali Yéné. Cela veut dire qu'il s'inscrit dans la continuité d'aller rendre visite aux populations là où elles se trouvent, de s'enquérir de leurs difficultés, mais aussi de surtout enrichir son programme qu'il veut présenter aux Sénégalais pour devenir le prochain président de la République. Donc, ce n'est pas du tout une campagne déguisée. Nous menons avec la plus grande sobriété ces tournées. Nous faisons juste des cortèges sans caravane, ce n'est pas du tout des caravanes, il n'y a pas de sonorisation, il n'y a pas de gyrophare, il n'y a pas d'effigie, il n'y a pas d'affiche. Et donc nous allons directement là où les populations sont, nous marchons dans les villages, nous allons dans leurs lieux de rassemblement, dans leurs lieux de travail pour discuter, échanger avec eux. Et donc pourquoi on bloque vos cortèges alors? C'est ce qui est étonnant, parce que nous menons cette tournée depuis le mois de janvier. Toutes les étapes qu'on a eu à faire, que ce soit à Rufisque, à Diourbel, que ce soit à Louga, vers Keur-Momar-Sarr et partout, on n'a pas eu ces difficultés. On n'a pas entendu du tout avoir des difficultés s'agissant de l'organisation, s'agissant de troubles à l'ordre public ou de quelque nature que ce soit. C'est quand on est arrivé à l'étape de Fatick que nous avons commencé à être bloqués par les autorités sans motif valable. Et donc, à l'étape de Fatick, on a été bloqué par les autorités administratives. À l'étape de Matam aussi, on a été bloqué. La lecture qu'on en fait, c'est une lecture simplement politique. Parce que ce sont des zones que le régime prétend avoir comme titre foncier, alors que ces zones, les populations sont dessus des 12 ans de gouvernance du régime actuel. Parce que ces populations se disaient que le président Macky Sall, étant originaire du Fouta, étant né à Fatick, grandi à Fatick, pouvait comprendre mieux que quiconque les préoccupations de ces populations. Mais malheureusement, ce qu'on a vu, c'est qu'il a déçu ses aspirations. Ce sont des populations qui restent dans une pauvreté extrême. C'est une jeunesse qui est désespérée parce que n'ayant pas trouvé le minimum pour subvenir à leurs besoins, un minimum d'emploi. Et donc, c'est aussi des villes délaissées où il manque de tout. C'est des régions où il manque le minimum basique, où il manque des infrastructures, où il manque les accès universels, comme on dit, l'eau, l'électricité, etc. Et donc, c'est normal que ces populations se rebiffent et trouvent en un autre, comme le président Khalifa Sall, un espoir et l'accueil à sa juste valeur. Et donc, naturellement, c'est ce qui pose problème au régime. Mais vous savez que ces cortèges-là sont réglementés quand même. Vous Oui. ne pouvez pas vous permettre de circuler, en fait, sous prétexte que vous êtes en train de faire des visites de proximité au nord de Motali Yéné ou quelque chose comme ça, et sans pour autant chercher une autorisation. Ce sont les caravanes.
plutôt qui sont sujets à des... Justement, ce sont ces caravanes que mais ce ne sont pas des caravanes, c'est ce que je viens de dire. C'est des cortèges tout à fait le plus normal possible du monde. Et ces cortèges quittent Dakar. Et pourtant, ces cortèges, quand ils quittent Dakar, ils passent par d'autres villes avant d'aller au fin fond du Sénégal. Pourquoi donc, cela veut dire que c'est tout à fait normal que des voitures forment un cortège. Ce qui doit être fait, c'est au niveau des caravanes ou des rassemblements aux allures de meeting. Et c'est ce que nous ne faisons pas, parce que nous savons que nous ne sommes pas encore en campagne. Et la preuve, c'est qu'on nous met au devant de l'actualité seulement quand le régime bloque nos visites de proximité. Mais s'il n'y a pas de blocage, vous n'entendez jamais qu'il y a un problème avec notre tournée. Est-ce que ce n'est pas dans le cadre de la collecte des parrainages, peut-être que vous êtes en train de camoufler quelque part ces visites de proximité-là? Non, mais la visite a démarré en janvier. Il n'y avait pas de parrainage au mois de janvier. Maintenant, ce qui est sûr aussi, c'est que durant cette période de parrainage, il est tout à fait normal que le candidat à l'élection présidentielle échange avec les populations pour les convaincre du pourquoi ces populations devraient parrainer le candidat Khalifa Sall. Et donc c'est tout à fait normal que durant cette période où le parrainage a été ouvert, qu'on puisse échanger là-dessus avec les populations. Mais comme je le rappelais encore, la tournée a démarré depuis le mois de janvier et même bien avant, en 2016, avant que le président Khalifa connaisse ses déboires. Alors, parlant de parrainage, où en êtes-vous avec la collecte? Vous avez bouclé? Oui, nous avons deux options parce que nous avons la possibilité d'être parrainés par les élus et nous avons aussi choisi d'aller vers le parrainage citoyen. Parce que pour nous, c'était des moments qui nous permettent de mobiliser nos responsables à la base, mais aussi d'être en contact permanent avec nos électeurs. Et donc, naturellement, aujourd'hui, on a bouclé le parrainage citoyen. Nous avons consolidé et nous avons largement et très largement dépassé tout ce qui a été demandé. Donc vous venez de dire, vous avez deux options. Vous avez, par exemple, vous avez 14 députés à l'Assemblée nationale, donc vous pouvez choisir l'option de ce parrainage-là. Comme vous l'avez souligné tout à l'heure, vous pouvez aussi choisir le parrainage citoyen. Lequel des deux allez-vous choisir? Je ne vous le dirai pas. En tout cas, nous avons ces deux options sur la table et au moment venu, pour déposer la candidature du président Khalifa Sall, l'option sera retenue, soit par le président lui-même ou il fera une concertation, comme il a l'habitude de le faire, avec les bases du parti. Mais de toutes les façons, l'essentiel, c'est que le président Khalifa puisse déposer un dossier en bonne et due forme et que les populations aussi ont montré leur adhésion à sa candidature en le parrainant très massivement dans les 14 régions du Sénégal. Et c'était ça le plus important. Vous avez déposé la caution? Je n'ai pas cette information, mais de toute façon, ça ne peut pas être un problème. Et vous savez, la méthode de travail du président Khalifa Sall est très simple. Il ne fait pas du bruit quand il s'agit vraiment de travailler. Vraiment, à quoi sert de faire du bruit autour de la caution, autour du dépôt des parrainages? L'essentiel, c'est de déposer un dossier en bonne et due forme et que le Conseil constitutionnel puisse le constater et mettre son nom parmi les candidats à l'élection présidentielle. Mais en tout état de cause, le président Khalifa n'a aucune difficulté à déposer une caution. La tournée qu'on est en train de faire est beaucoup plus coûteuse vous savez bien que c'est une élection qu'on prépare depuis très longtemps. En 2019, on n'a pas pu y aller et pourtant la caution était là et elle était plus importante. Et on a été bloqué simplement sur des questions judiciaires et nous savons que nos adversaires en face l'avaient fait de manière irrégulière. Donc, alors vous dites que votre leader ne fait pas beaucoup de bruit quand il s'agit d'aller à l'essentiel, mais pourtant autour de ce parrainage-là, il y a beaucoup de bruit. On entend ici des gens déclarer avoir collecté 4 millions de parrains, d'autres 1 million, d'autres 2 millions. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, au niveau de Taxawu Sénégal? Oui, ça nous fait rire parce qu'effectivement, ça n'a aucun sens, cette bataille des chiffres, parce que nous allons de toute façon à l'élection présidentielle pour se départager. C'est là où les chiffres ont une vraie valeur. Et vous vous rappelez, le camp
en face le régime de Benno Bokk Yakaar, la directrice de campagne de l'époque, qui est maintenant dans l'opposition, avait annoncé un chiffre de plus de 3 millions de parrainages pour le candidat Macky Sall. Mais à l'arrivée à l'élection, combien il a eu de voix? Il n'a même pas eu la moitié. Et donc, franchement, c'est des déclarations qui n'ont aucune valeur, sur le terrain. Et souvent, c'est très facile d'annoncer des chiffres, mais l'essentiel, c'est d'arriver à l'élection présidentielle et laisser les Sénégalais départager. Oui. Ça peut ne pas paraître important pour vous, mais c'est une sorte de bataille psychologique quand même, parce qu'en entendant peut-être le candidat de Benno Bokk Yakaar dire avoir obtenu plus de 4 millions de parrains, quand même, ça doit faire peur. Non, mais ça ne peut pas faire peur parce que quand vous savez que, ok, c'est une bataille psychologique, mais c'est basé sur du faux. On ne peut pas se faire prévaloir de certaines attitudes. Quand on est responsable, on doit dire la vérité au peuple sénégalais. Et souvent, c'est même ridicule parce que les Sénégalais à qui vous dites que vous avez collecté 4 millions de parrains, sachant qu'à la dernière élection législative, vous peignez même à avoir plus de 1 500 000 électeurs, ils se demandent la question, mais est-ce que vous avez tout votre sens avec vous? Le bon sens indiquerait que ces gens ne disent pas des chiffres faramineux. Et donc, pour moi, c'est ridicule pour des responsables de leur envergure. Et c'est ce qui montre que la gestion même du pays est basée sur du faux. Tout ce qu'ils disent aux populations, les chiffres qu'ils donnent à longueur de journée, les réalisations qu'ils prétendent avoir effectuées, il y a beaucoup de faux dans ce qu'ils disent. Mais de toute façon, les Sénégalais sont maintenant habitués à leur discours, savent faire la part des choses, et donc ce sont des chiffres qui sont juste avancés, mais de manière irresponsable. Et ça ne peut pas éblouir quand même Taxawu Sénégal, qui a une expérience des élections. Le président Khalifa Sall a une vraie expérience à l'international, il connaît bien le pays, il sait ce qui est vrai, il sait ce qui est faux, et il va toujours tenir un langage de vérité aux populations sénégalaises. Et nous, on n'entre pas dans cette bataille des chiffres. Nous irons à l'élection présidentielle et nous comptons la remporter avec l'aide des Sénégalais. Vous comptez la remporter, mais après la collecte des parrains, après la caution et tout ça, il vous reste peut-être un autre pas à franchir, parce que vous savez, votre leader a été condamné à payer une certaine somme à l'État du Sénégal. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à l'arrivée, par exemple, au niveau du Conseil constitutionnel, que vous soyez bloqué? Bon, d'abord, en 2019, on a rempli les dossiers de candidature à l'élection présidentielle. Alors qu'à l'époque, l'État disait déjà que le président Khalifa Sall a été condamné définitivement. Vous vous rappelez l'histoire du rabat d'arrêt. Et donc, si le président Khalifa a été condamné définitivement selon l'État du Sénégal et qu'il a pu avoir le dossier complet, y compris la caution, y compris le quitus fiscal. Je pense que vous voulez mentionner le quitus fiscal. Je ne vois pas pour quelle raison cette année, après 5 ans, qu'il ne puisse pas reconduire le même dossier. Le quitus fiscal n'est pas concerné par le champ des amendements. Il est concerné plutôt par tout ce qui est impôts et taxes. C'est là que nous avons... nous allons vers l'administration fiscale. Mais pour des questions d'amende qui concernent un jugement au même titre que les condamnations de peine de prison, il n'y a pas besoin de quitus fiscal pour cela. Tout ceci étant dit, le président Khalifa Sall n'a pas de difficulté pour payer 5 millions. Ça, tout le monde le sait. Parce que la caution, ça fait 6 fois les 5 millions, n'est-ce pas? En plus, c'est l'État du Sénégal qui était condamné à lui payer 35 millions par la Cour de justice de la CEDEAO. C'est plutôt à l'État du Sénégal qu'il faut demander de respecter les décisions de justice et de s'acquitter de ce paiement qu'ils doivent au président Khalifa Babacar Sall. Alors, pour rester toujours dans ce sillage-là, je rappelle que vous avez été exclu en même temps que votre leader Khalifa Sall du Parti socialiste. Alors, est-ce que le candidat Khalifa Sall compte tendre la main aux autres socialistes qui étaient ses anciens camarades pour aller à la conquête du pouvoir? Oui, il l'a déjà fait et il continue à répéter que lui, il est socialiste. On ne peut pas l'enlever de la famille socialiste. Maintenant, vous savez, les formalités administratives qui constituent un parti politique,
ce n'est pas la réalité sociologique, la réalité à la base. Les militants socialistes se voient au président Khalifa Sall incarner l'héritage du président Senghor, du président Abdou Diouf. Et donc, naturellement, les socialistes qui veulent aujourd'hui que le flambeau socialiste revienne sont avec le président Khalifa Sall et continuent durant la tournée à les appeler. Maintenant que l'appareil d'un parti qui n'est même plus en mesure de donner plus de 5 députés, qui n'est plus en mesure de gagner de grandes villes au niveau de la mairie, ce n'est pas cet appareil qui est important. Ce qui est important, c'est les militants socialistes et nous communiquons régulièrement avec eux et ils sont nombreux à nous soutenir. Quand vous parlez de militants socialistes, n'oubliez pas que ces militants socialistes sont dans l'autre camp, à Benno Bokk Yakaar. Hein? C'est l'appareil qui est avec Benno Bokk Yakaar. Et les militants? Les militants sont avec nous. Vous êtes sûr? Mais on est très sûr. Là où nous allons dans nos bases respectives, vous savez, le Parti socialiste a un ancrage national, surtout dans les zones rurales. Et donc nous, c'est avec ces militants à la base qui sont dans les villages, les hameaux les plus reculés du pays, c'est avec eux que nous parlons. Parce que c'est eux qui constituent la vraie, véritable base du Parti socialiste. Mais ce n'est pas ceux qui sont assis à Dakar, qui ont 1 ou 2 postes de ministres, qui ont 2 postes de directeurs généraux, qui ont des postes de PCA. Eux, ils ne gèrent que leur cours. Ce n'est pas la base vraiment du parti. Et nous, nous nous adressons à la base du parti. Vous avez fait ce sondage-là pour vraiment avoir une idée de ces militants-là qui veulent encore faire renaître le flambeau. Vous savez, le sondage, c'est un outil scientifique. On n'a pas besoin d'outils scientifiques pour cela. Et le ressenti, ce que les populations socialistes nous disent, le nombre de responsables socialistes au niveau de la base qui rejoignent nos plateformes, ça nous suffit largement. Et n'oubliez pas, le président Khalifa Sall a été pendant longtemps le responsable de la vie politique du Parti socialiste. Donc il connaît les responsables au fin fond du Sénégal, là où ils se trouvent. Et quand la plupart viennent nous rejoindre, nous savons que c'est la base du parti qui a répondu à l'appel du président Khalifa. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, Mad Codé Ndiaye, pourrait pousser les Sénégalais à voter pour Khalifa Ababacar Sall plutôt qu'un autre candidat? C'est une très bonne question, mais je pense que les Sénégalais qui nous écoutent même connaissent l'homme, le président Khalifa Ababacar Sall. C'est un homme très, très mesuré dans le champ politique et qui est là depuis très longtemps et qui, malgré sa durée dans le champ politique, sa constance dans le champ politique, n'a pas perdu de sa valeur parce que c'est un homme de principe, c'est un homme de valeur. Et donc, c'est un homme consensuel qui est capable de fédérer plusieurs personnes. Le président Khalifa, quand il était à la mairie de Dakar, il a géré la mairie avec plusieurs partis de l'opposition à l'époque. Et il est parvenu à aller vers l'essentiel, à travailler pour les Dakarois. Donc les Sénégalais savent aujourd'hui que le président Khalifa n'est pas dans les clivages politiques. Aujourd'hui, notre pays est pratiquement divisé. Il y a des extrêmes, il y a une certaine division sociologique même, qui font que dans certaines familles, il y a des difficultés parce que les uns sont d'un bord, les autres d'un autre. Et le président Khalifa est celui qui est capable de les réconcilier. Parce que n'oublions pas, pour construire une nation, pour bâtir le développement, il faut déjà que les gens aient envie de vivre ensemble et d'avancer ensemble. Ce pays que nous avons, le Sénégal, c'est un pays très pauvre. On oublie de le dire. On peut voir des ponts, des autoroutes, mais c'est un pays très pauvre. Et on ne peut pas se donner le luxe d'être dans des fractions, d'être dans des clivages et d'être dans la division. C'est là le premier atout du président Khalifa Ababacar Sall. Son deuxième atout, c'est que le président Khalifa Sall n'est pas un homme pressé. C'est pas un homme qui fait des choses tape à l'œil. Et il sait que le développement se construit. Et pour construire un développement, il faut être patient et il faut être sérieux dans le travail qu'on fait. Mais on ne peut pas juste jeter quelques routes, quelques autoroutes, dont on peut même critiquer le coût de ces investissements, alors qu'au fond, vous n'avez pas bien géré l'éducation. L'éducation connaît des troubles dans ce pays, alors que c'est la moindre chose pour un État sérieux de gérer l'éducation. Vous ne pouvez pas gérer la santé des populations. Et vous ne pouvez pas jeter les véritables bases d'un développement économique qui commence par l'agriculture, la pêche, l'élevage et maintenant l'industrialisation
ensuite les services. Et donc, le gouvernement que nous avons aujourd'hui, dès qu'il a été installé, a pensé à la prochaine élection. C'est pour cela que tous ces investissements, c'était des projets tape à l'œil à Dakar. Et l'intérieur du pays, c'est pour cela que nous continuons à connaître l'exode à Dakar, qui connaît maintenant une surpopulation extraordinaire. C'est parce que rien n'a été investi à l'intérieur du pays qui pouvait capter, mobiliser les populations là-bas à l'intérieur du pays. Et donc ça, c'est des échecs. Et le président Khalifa Sall compte rééquilibrer les choses, réinvestir dans l'agriculture, dans les secteurs vraiment pourvoyeurs d'emplois, créer une véritable industrialisation à travers la transformation des produits, n'est-ce pas? Et aussi s'occuper de l'être humain. Parce que lui, il dit que c'est l'être humain qui est au cœur de sa politique, de ses politiques publiques. Donc, c'est s'occuper de l'éducation, de la santé, de la formation pour que les gens puissent avoir des emplois décents, pour que les jeunes ne prennent plus les pirogues pour aller en Occident, espérant trouver là-bas un avenir. Donc, c'est tout cela qui fait le président Khalifa Sall. Et c'est un homme d'honneur aussi, au-delà de tout, parce que vous allez écouter des candidats qui vont venir vous faire des promesses, mais lui, on sait que c'est un homme d'honneur. Ce qu'il dit, il va le faire. Et donc, quand il était à la mairie de Dakar, il n'a pas hésité d'être impopulaire par moment, quand il voulait déguerpir les marchands ambulants autour de Sandaga. Les gens lui ont dit, mais si vous voulez déguerpisser, à la prochaine élection, ils ne vont pas voter pour vous. Et il a dit, tant pis, je ferai ce qui est nécessaire. Le travail qui doit être fait sera fait. Et c'est ce genre d'homme d'État dont nous avons besoin, mais pas d'hommes d'État qui cherchent juste les retombées politiques à la prochaine élection, mais ceux qui vont réellement transformer le pays. Et laisse-moi juste terminer sur ce point, parce que c'est très important pour le président Khalifa, c'est les assises nationales. Pour vous dire que c'est un homme d'honneur aussi qui tient à sa signature. Nous avons tous contribué aux assises nationales en 2009, à la veille de l'élection. Ça avait engagé beaucoup de participants au niveau de l'opposition, y compris le président Macky Sall qui était de l'opposition, qui avait signé cette charte. Mais une fois arrivé au pouvoir, il a mis aux oubliettes. Il n'a pas respecté ses engagements des réformes institutionnelles. Et le président Khalifa Sall compte respecter cette signature, ces engagements qu'il avait donnés lors des assises nationales, et donc à réformer l'État, réformer les institutions, pour qu'on ait une administration équitable, une administration qui traite tous les citoyens de manière équitable, pas essayer de bloquer un opposant qui va être candidat, pas essayer par des superfuges d'éliminer des adversaires gênants, mais un État où les hauts fonctionnaires connaîtront la lourde responsabilité et ces hauts fonctionnaires se consacreront exclusivement à travailler pour l'État et non pour des partis politiques. Vous entendez parfois les gens dire, diviser les candidats à la présidentielle en candidats du système et en des candidats anti-système. Alors, ne craignez-vous pas que M. Khalifa Sall soit rangé dans le camp des candidats du système? Parce qu'il était là de toute façon. Vous savez, c'est déjà très facile de donner déjà une définition de c'est quoi le système et essayer de loger chacun là où vous voulez. Ceux qui disent le système, ce sont ceux qui ont fait leur formation dans les écoles publiques que Senghor et Abdou Diouf ont bâties. C'est les grandes écoles de l'administration. Quand Senghor et Diouf étaient là, c'était des hauts fonctionnaires qui étaient rompus à la tâche. Il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On a dévoyé les responsabilités que ces hauts fonctionnaires devaient avoir dans le champ politique. Et donc, le président Khalifa Sall, il est pour le retour des valeurs. Ce que Senghor et Diouf ont laissé, c'était un État solide, à équidistance. Nous ne sommes pas de ceux qui disent système ou anti-système. Si système, c'est le régime de Macky Sall, nous sommes des opposants radicaux au régime de Macky Sall. Parce que le régime de Macky Sall a détruit les fondamentaux de notre pays. J'ai parlé tantôt de la cohésion nationale, mais même l'économie. La priorité n'a pas été donnée au secteur de l'économie qui devait l'être. Et même au niveau des institutions, aujourd'hui, tout le monde parle des institutions, de l'institution judiciaire et souvent même de l'institution parlementaire.
Une institution judiciaire qui, très souvent, les populations l'indexent comme étant avec le régime par les décisions qu'elle prend. Mais l'institution parlementaire elle-même, vous avez vu au début de l'installation, tout ce qui s'est passé. Donc, il faut redonner aux Sénégalais un espoir à travers des institutions solides, respectables et respectées. Et c'est ce que le président Khalifa Sall veut faire. Si les gens pensent qu'il y a un candidat pour la continuité du régime du président Macky Sall, le président Khalifa est loin d'être ce candidat. Il est pour la vraie rupture par rapport à tout ce que ce régime a institué. Alors, est-ce que vous ne pensez pas, c'est vrai que vous avez donné certaines qualités, certains points forts de votre candidat, mais est-ce que vous ne pensez pas, par exemple, que les relations exécrables entre le PASTEF et Taxawu Sénégal lui soient préjudiciables, par exemple? Je ne parlerai pas de relations exécrables, parce que moi qui suis à Fatick, je collabore très bien avec les responsables de PASTEF de Fatick. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes encore moins des adversaires. Peut-être qu'il y a eu certains épisodes qui se sont mal passés, et ça, pour moi, ce sont des épisodes à regretter. Et nous-mêmes, au niveau du mouvement des cadres, nous avions fait une conférence de presse quand ces problèmes avaient surgi, pour dire qu'il n'est pas de l'intérêt de l'opposition et de Yewwi Askan Wi de continuer cette querelle qui ne devrait pas en être une. Parce que pour la simple et bonne raison, le fait que le président Khalifa soit parti répondre au dialogue national, c'était pour résoudre les problèmes de toute l'opposition, y compris aujourd'hui cette question d'éligibilité de candidats de PASTEF. Le président Khalifa Sall s'est battu au niveau du dialogue national, a posé la question de l'inclusivité, a défendu le fait que les candidats de l'opposition doivent conquérir à cette élection. Maintenant, l'opposition ne l'a pas suivi. Les gens l'ont traité, certains l'ont traité d'avoir trahi une cause ou des hommes, ce qu'ils peinent eux-mêmes jusqu'à maintenant à nous donner les preuves où se situait la trahison. Qu'est-ce que le président Khalifa Sall a fait et qu'il aurait dû ne pas faire? Qu'est-ce qu'il devait faire et il ne l'a pas fait? Jusqu'à présent, on ne nous l'a pas dit. Au contraire, ce qu'il a fait, c'est défendre les points de l'opposition. Et ceux qui nous disaient qu'on allait au dialogue parce qu'on voulait appuyer le troisième mandat du président Macky Sall, aujourd'hui, devant les faits, ils ont tort. Au contraire, au dialogue, quand ce point de la question du troisième mandat est venu, nous avons dit non. Catégoriquement, nous ne sommes pas d'accord. Nous demandons au président Macky Sall de respecter la Constitution qu'il a lui-même fait voter et qui limitait déjà le nombre de mandats. Quand ils avaient dit que nous, on se battait au dialogue national pour amnistier Karim Wade et Khalifa Sall, ils ont maintenant la preuve qu'il n'y a pas eu d'amnistie et on n'était pas allé là-bas pour l'amnistie. Le président Khalifa a toujours dit, c'est injustement qu'il a été mis en prison, injustement qu'il a été écarté à l'élection présidentielle de 2019. Donc ceux qui ont trouvé des subterfuges pour l'écarter de cette élection, c'est à eux de le rétablir. C'est ce qui a amené la phrase Nabokorek que les gens ont traverti. Mais il voulait dire, ce n'était pas sa responsabilité à lui de trouver les voies et moyens de revenir, mais c'est à ceux qui l'ont empêché de manière injuste de le rétablir dans ses droits. Vous ne pouvez pas être empêché. Vous êtes emprisonné. Même la grâce présidentielle, le président Khalifa ne l'a pas demandé. C'est de force qu'on l'a sorti de prison. Et donc, c'est ceux qui ont fait la forfaiture qui devaient le rétablir et ils l'ont fait. Et donc, c'était ça. Donc, tout le reste, moi, je continue à dire que cette querelle qu'il y a eu dans Yewwi Askan Wi et dans l'opposition ne devait pas être la principale querelle. La principale querelle, c'est comment faire pour faire partie le régime du président Macky Sall. Et pour cela, l'opposition doit au moins respecter la promesse qu'elle a faite aux populations sénégalaises. Lors des législatives, on était un bloc uni. Ça a donné de l'espoir au peuple sénégalais que ce bloc uni pouvait faire partir
ce régime. Mais est-ce que ce bloc uni-là, c'est très beau de le dire, hein, mais dans la pratique, on ne le sent pas trop, puisque on ne sent pas tellement l'engagement de Taxawu Sénégal au sein de l'opposition, notamment quand il s'agit par exemple de mettre sur pied le front pour l'inclusivité et la transparence des élections. En fait, Taxawu Sénégal a toujours été une plateforme, et d'ailleurs c'est une coalition de partis, ce n'est pas juste un parti, a toujours été une plateforme très ouverte dans tous les combats de l'opposition. Aujourd'hui, il y a certains opposants qui ont jugé nécessaire de créer une plateforme à part, qu'ils ont appelée FIT. Mais est-ce que la démarche a été inclusive? Est-ce qu'ils sont venus vers le président Khalifa Sall pour prendre langue avec lui, oui, et participer à la mise en place? Oui, mais quand il s'agit de combats politiques qui à l'intérêt nécessaire, parce qu'en fait, nous ne sommes pas étrangers à ce combat. Nous faisons partie des principaux acteurs de l'opposition et le président Khalifa Sall s'oppose depuis la perte du pouvoir en 2000. Il a fait partie des opposants à Abdoulaye Wade qui l'ont fait partie en 2012. En 2012, quand on est arrivé dans le Benno Bokk Yakaar avec Macky Sall, on a fait 2 ans, 2014, lors des locales. Ils n'ont pas voulu que le président Khalifa dirige la liste de Benno Bokk Yakaar. Ils ont dit plutôt il doit venir rejoindre l'APR. Le président Khalifa Sall est resté dans l'opposition. À ce moment-là, est-ce que les opposants actuels existaient? Non. En 2014, d'autres partis n'existaient pas. Et donc, le président Khalifa ne peut pas être un acteur majeur de la scène politique de l'opposition sénégalaise. Et on prépare une élection aussi majeure et il n'est pas impliqué depuis le départ. En tout cas, moi je pense que ce n'est pas trop tard pour bien faire. Je ne dis pas que c'est trop tard. Et la dynamique qui doit nous amener vers ces élections doit être une dynamique unitaire. Parce que nous avons ensemble besoin de contrôler le processus électoral. Nous avons besoin ensemble de dire un langage au peuple sénégalais qui puisse susciter à nouveau de l'espoir. Et ce n'est pas en étant divisé. Et le président Khalifa n'est pas un homme de clivage. Et je pense qu'il prendra les dispositions nécessaires, ou peut-être qu'il les a déjà prises, pour permettre à l'opposition de pouvoir gagner les prochaines élections. Parce que n'oubliez pas, c'est le président Khalifa Sall, quand il est sorti de prison, qui a pris son bâton de pèlerin pour mettre en place le Yewwi Askan Wi. Et aujourd'hui, si l'opposition a eu des résultats excellents au niveau des législatives, malgré les blocages du parti au pouvoir, c'est grâce quand même à ses qualités de fédérateur, à ses qualités d'homme d'ouverture et d'homme politique aguerri qui a de l'expérience aussi, des questions politiques, des questions électorales et aussi l'expérience de l'État. Mais reconnaissez quand même que Yewwi Askan Wi n'est plus cette plateforme qu'elle était, par exemple, comparée aux élections législatives. Quand même. Non, tout à fait. Maintenant, vous savez, toute plateforme politique a un objectif. Et maintenant, l'objectif, effectivement, de Yewwi Askan Wi, c'était d'aller ensemble au local. Et effectivement, on a fait de très bons résultats au local. La plupart des grandes mairies, des grandes villes ont été gagnées par Yewwi Askan Wi. Le deuxième objectif, c'était d'aller ensemble aux élections législatives et de mettre en ballottage le pouvoir, ce qui a été fait. On était juste à deux députés près pour renverser la situation à l'Assemblée nationale, ce qui ne s'est jamais fait dans l'histoire politique du Sénégal. Donc c'est une grande prouesse. Et je rappelle que le président Khalifa Sall était le président de la conférence des leaders, donc c'est lui qui dirigeait Yewwi Askan Wi quand on avait ces 2 succès. Maintenant, le troisième objectif, c'était qu'à l'élection présidentielle, naturellement, chacun pouvait aller seul, et au second tour, on se retrouve. Et je pense, au-delà de Yewwi Askan Wi, les opposants vont se retrouver au second tour tous ensemble. Donc, même ce troisième objectif n'est pas réellement inatteignable. Mais est-ce que vous pensez, comme certains le disent, et je ne sais pas qu'est-ce que vous allez répondre à ceux-là qui disent que le président Khalifa Sall, par exemple, on ne le sent pas un opposant radical comme certains leaders de l'opposition? C'est une question de style. Vous savez, tout le monde n'a pas le même style. Nous avons notre camarade le maire Barthélémy Diaz. Personne ne dira
pas qu'il n'est pas un opposant radical. C'est en fonction de son style. Et pourtant, nous sommes dans la même plateforme politique. N'est-ce pas? Le président Khalifa Sall, même quand il était opposant au président Abdoulaye Wade, il était maire de Dakar, c'est pas quelqu'un qui fait des sorties intempestives, c'est pas quelqu'un qui est dans son style. Mais par contre, quand il s'agit de dire non, il dit non. Au référendum de 2016, il fait partie des rares leaders de l'opposition qui avaient appelé à voter non. Et donc, nous sommes dans une opposition radicale au régime de Macky Sall, ça c'est clair. Il n'y a aucun moment où on a été avec ce régime dans une dynamique de travailler ensemble. On n'a jamais rejoint le régime dans l'exercice du pouvoir. Et chaque fois qu'il faut dire non, qu'il faut dénoncer les agissements du régime, le président Khalifa Sall l'a fait. Et toute la plateforme Taxawu Sénégal aussi le fait. Aujourd'hui, je suis sur ce plateau. Mes autres camarades sont régulièrement sur les plateaux pour défendre la position de l'opposition. Et on n'a pas besoin que le leader soit lui-même tout le temps sur tous les fronts. Mais sur l'essentiel, il se prononce et de manière catégorique, et c'est ça l'essentiel. Alors, il est souvent agité, bon, c'est pas une première, hein, mais depuis longtemps, on agite l'idée de la réunification de la gauche. Une idée qui, je ne sais pas, un projet qui reste juste comme ça, un projet au stade de projet. Est-ce que vous pensez que votre leader est capable, par exemple, de réussir cette réunification des partis de la gauche? C'est un exercice très difficile. C'est un exercice très difficile, on le reconnaît, parce qu'aujourd'hui, il y a une gauche qui est au niveau du parti au pouvoir, qui est avec Benno Bokk Yakaar, et il y a une gauche qui est dans l'opposition. La gauche qui est dans l'opposition, pour l'essentiel, et avec le président Khalifa Ababacar Sall. Et ça, je pense que très bientôt, vous verrez les partis qui constitueront notre coalition. Et donc, vous verrez beaucoup de partis d'obédience de gauche. Maintenant, c'est difficile de dire que la gauche va être réunie alors qu'on est à presque 2 mois de l'élection et chaque parti a pratiquement déjà choisi son camp. Mais on espère que quand le président Khalifa Sall gagnera ces élections, il continuera aussi à tendre la main à la famille de gauche de manière générale, mais surtout ceux qui partagent les mêmes visions, vraiment les mêmes visions du développement économique et social du pays, parce qu'il ne s'agit pas juste de s'unir pour s'unir. On veut s'unir avec des gens qui partagent nos valeurs, qui partagent la même vision que nous et qui veulent cheminer avec nous pour transformer ce pays. Alors, quand je vous entends parler de coalition Taxawu Sénégal, je ne vois pas souvent des grands partis, par exemple, qui ont adhéré à cette plateforme-là. Non, il y en a beaucoup. Je ne veux pas citer pour omettre certains et après avoir des difficultés. Vous avez combien de partis politiques dans cette plateforme? Nous en avons beaucoup. C'est ce que je peux dire. Beaucoup, ça commence par 2. Oui, je peux même vous donner 3 ou 4. Il y a le parti de Moussa Tine Pencho, il y a le parti de notre camarade Mokhtar Ba, RCD, il y a le parti de la LD Debout de Pape Sarr qui nous a rejoint récemment, n'est-ce pas? Il y a le parti de monsieur Pathé Ndiaye qui était l'ancien DG du port. Il y en a tant d'autres, je ne veux pas citer après de mémoire, rater certains et voilà, créer des difficultés, mais il y en a beaucoup et il y a même des associations, des mouvements de la société civile. Vous avez le mouvement du docteur, de l'honorable député maire de Rufisque, docteur Omar Cissé, donc une vision pour Rufisque, qui fait partie de la plateforme Taxawu Sénégal. Et tant d'autres mouvements nationaux qui constituent la plateforme. Mais aujourd'hui, nous allons vers une élection. Certains partis sont déjà en pourparlers, d'autres nous ont rejoints il y a juste quelques jours. Mais tant que ces partis, dans leur processus interne, n'ont pas pris la décision de communiquer sur l'adhésion à la coalition de Khalifa, ce n'est pas aussi notre responsabilité de venir faire de la communication à leur place. Mais au moment venu, tous les partis de la coalition seront connus. J'ai l'impression que vous allez aux élections pour dire aux Sénégalais que voilà, Taxawu Sénégal ou bien le candidat Ababacar Sall, c'est une sorte de Abdou Diouf bis ou bien de Senghor bis, quelque chose comme ça.
On ne peut pas avoir d'homme politique bis parce que chaque homme politique a quelque chose qui le différencie d'un autre. Mais ce qu'on peut dire, je veux dire que là, vous êtes c'est un héritier. Vous êtes en train de dire aux Sénégalais que voilà, vous les nostalgiques de Diouf, de Senghor, voilà donc quelqu'un qui peut vous faire rêver encore. Naturellement, il y a cette fibre socialiste qui se ressent au fin fond du Sénégal. C'est-à-dire les hommes d'État comme Senghor, avec sa carrure, sa respectabilité, un homme qui ne parle pas tout bout de champ, un homme modéré, tempéré, de même que Abdou Diouf, les gens ont envie de revoir un homme d'État encore incarner cette image. Et je pense que le président Khalifa Sall, de loin, incarne cette image. Maintenant, il a une touche qui est très moderne. Le président Khalifa est très moderne. Il a été président de plusieurs associations de grandes villes en Afrique francophone et dans le monde. Et il connaît c'est quoi le développement à la base, c'est quoi développer de grandes villes, c'est quoi développer une économie. Et de ce point de vue, il y aura un très grand bond en avant par rapport à tout ce qu'on a vu jusque-là. Ce n'est pas juste ramener les mêmes projets socialistes, non. Mais il s'agira d'innover, de moderniser, mais en gardant quand même l'héritage que Senghor et Diouf ont bâti. C'est une nation consolidée, c'est un État, un véritable État. Si aujourd'hui, beaucoup de pays se sont effondrés à cause de coups d'État ou d'autres, c'est parce que Senghor et Diouf ont fait un très important travail, un travail de fondement. Si ta maison tient encore très longtemps, 100 ans, 200 ans, c'est parce que la fondation a été solide. Et si le Sénégal tient encore, c'est parce que la fondation que Diouf et Senghor ont mise en place est une très bonne fondation. Et le président Khalifa ne fera que consolider ces fondements et bâtir là-dessus. Oui, vous parlez d'héritage, mais est-ce que vous ne craignez pas que ces Sénégalais-là qui ont voté contre Abdou Diouf et le régime socialiste en 2000, alors vous sanctionnent également? J'en faisais partie. Vous en faisiez partie? J'en faisais partie. Je faisais partie de cette jeunesse qui croyait que Abdoulaye Wade était l'espoir des Sénégalais et de l'Afrique. Mais après une gouvernance libérale, naturellement, on a tous été dessus. Mon camarade Barthélémy Diaz est entré au Parti socialiste après la chute du parti. Si ce n'était pas le courage de feu Ousmane Tanor Dieng, de président Khalifa Sall, Aminata Mbengue Ndiaye et d'autres qui ont tenu la barque, la maison socialiste, beaucoup des cadres socialistes avaient rejoint le régime libéral. Donc aujourd'hui, moi je pense que c'est un renouveau des socialistes on a à faire. Parce que c'est de nouvelles personnes qui ont compris que c'est vrai, à l'époque socialiste, il y avait certaines difficultés, notamment durant l'ajustement structurel. Ça a fait beaucoup, ça a été très difficile pour les familles, pour les ménages. Mais l'État a été fort, l'État a été solide. Et le président Abdou Diouf avait laissé, comme le disait le président Wade, avait laissé vraiment l'État dans de très bonnes conditions, avec les finances publiques vraiment dans de très bonnes conditions. Et c'est ce qui a permis au président Abdoulaye Wade de décoller ses premiers chantiers. Et donc nous n'avons pas honte de cet héritage socialiste. Bâtir, mettre en place des fondations, c'est très difficile. Quand tu bâtis une maison, ce qui est joli de la maison, ce n'est pas les fondations. Les gens ne voient même pas la fondation. Mais si quelqu'un a pu bâtir là-dessus, c'est que les fondations ont été solides. Et c'est pour ça que nous sommes fiers d'être socialistes aujourd'hui. Et c'est pour cela que quand j'ai mûri en tant qu'adulte, j'ai pris l'option de rejoindre le Parti socialiste et d'être socialiste. Et aujourd'hui, le président Khalifa le réclame partout. Même si on a été chassé de la maison du père, nous demeurons des socialistes et nous portons le flambeau socialiste à l'élection de 2024. Si je vous demandais en 2 minutes de me donner quelques axes forts de votre programme, qu'est-ce que vous allez répondre? On devait avoir plus de temps, normalement, parce que nous avons un programme très ambitieux. Comme je venais de le dire, le président Khalifa veut restaurer déjà les fondements de la nation et réformer l'État. Ça, c'est notre premier axe, parce que
la première infrastructure dont un pays a besoin, c'est d'être déjà une nation. C'est déjà avoir un État équilibré, un État qui nous protège tous, un État qui garantit à tous une bonne éducation, un État qui garantit à tous une bonne santé, mais aussi un État qui garantit à tous un accès équitable à la justice. Donc, c'est le premier volet. Et dans ce volet, les conclusions des assises nationales ont une place prépondérante dans les réformes institutionnelles qu'on veut mettre en œuvre. Le deuxième volet, le président Khalifa l'a dit partout, il met l'humain au cœur de ses préoccupations. C'est les accès universels. Par exemple, c'est aussi la santé. On a un programme santé pour tous. On a un programme aussi, une éducation de qualité. Et donc, on oublie les abris provisoires, l'accès à l'éducation, la qualité dans l'enseignement, les changements nécessaires au niveau du curricula, n'est-ce pas, des enseignements qui sont dispensés, mais aussi la formation professionnelle. C'est avoir une formation en adéquation avec le monde de l'emploi. Donc, s'occuper de l'humain, c'est s'occuper de tout ce qui est son développement. Hein. Ensuite, le programme économique. Le programme économique, on veut d'abord, comme le président Khalifa l'a dit, restaurer le secteur primaire, à commencer par l'agriculture. Parce que c'est dans ce secteur où on a plus de 60% des Sénégalais qui s'activent, mais c'est un secteur où les paysans, les agriculteurs ne travaillent que le tiers de l'année ou le quart de l'année. Et donc nous voulons aider ces populations à trouver en l'agriculture un véritable secteur de développement économique, l'accès à la terre, l'accès à l'eau, l'accès à des intrants agricoles, à des semences de qualité, à de l'engrais de qualité. Nous avons les phosphates ici et bientôt avec le gaz, nous pourrons avoir une bonne quantité d'urée. Et donc, c'est vraiment aussi l'encadrement du secteur agricole, des acteurs, leur donner le savoir-faire, le know-how, et les aider à être très productifs et à avoir de grands rendements. Ça aussi, ça fait partie des priorités de notre programme. Ensuite, nous avons l'industrialisation. Aujourd'hui, le régime actuel a reconnu que l'industrialisation a été le talon d'Achille de leur PSE, de leur programme économique, parce qu'en réalité, ils n'ont rien fait dans l'industrialisation. Au contraire, certaines industries qui étaient là depuis l'époque socialiste ont connu beaucoup de difficultés. Et donc, il faut revenir sur l'industrialisation du pays. Et c'est l'industrialisation qui peut d'abord aider les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs et ceux qui s'activent dans ce secteur primaire d'avoir de la valeur ajoutée et de pouvoir aussi écouler leurs produits le plus facilement et générer aussi beaucoup d'emplois. Que proposez-vous à la jeunesse, par exemple? La jeunesse de notre pays qui est un peu tout à découragée, la preuve par ces nombreuses pirogues qui prennent la voie de l'immigration clandestine. Vous savez, c'est une problématique transversale. C'est pour ça que j'ai commencé par les domaines qui prennent en charge la question de la jeunesse. D'abord, c'est une bonne éducation, une bonne formation et une bonne santé. Donc, il faut prendre en charge ces secteurs-là comme il faut. Maintenant, comme j'ai dit, les secteurs productifs de l'agriculture, du secteur primaire et les secteurs de transformation comme l'industrie, c'est ça qui peut générer de l'emploi. L'emploi, on ne le décrète pas. Un gouvernement ne peut pas se lever. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont échoué dans toute leur politique d'emploi. Vous arrivez au pouvoir, vous dites je vais créer 500 000 emplois. Qui crée ces 500 000 emplois? Un gouvernement ne peut pas créer des emplois. Il peut créer l'environnement économique qui génère ces emplois. Et malheureusement, ils n'ont pas su prendre le taureau par les cornes. Et donc, ils ont inversé tout. Et ils ont mis des administrateurs dans les agences en charge de ces questions d'emploi. Ils ont mis des politiciens pour la plupart qui n'ont pas eu à travailler de leur vie en dehors du champ politique. Et vous leur dites, créez-moi de l'emploi pour ma jeunesse. Des gens qui n'ont pas de l'expérience et qui ont fait de ces appareils des appareils politiques. Ils recrutent leurs militants et leurs proches. Et donc, c'est pour ça que le régime a échoué. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les jeunes prennent les pirogues pour aller à l'immigration clandestine.
Mais nous, quand on arrive, on va remettre ces secteurs productifs, ces secteurs qui génèrent de l'emploi et la forte agenciarisation, c'est une chose à remettre en question, à revoir en fond et en comble, et permettre d'avoir des agences très efficaces pour aider à l'insertion. C'est ce qu'il faut dire, l'insertion des jeunes qui ont déjà une formation, qui sont déjà qualifiés et qu'il faut aider dans leur insertion professionnelle. Alors ça c'est un peu facile à dire. Hein. De toute façon, ceux qui sont au pouvoir disaient la même chose quand ils étaient dans l'opposition. Maintenant, une fois avec un contact avec le pouvoir, vous allez vous rendre compte de la difficulté. Vous semblez même dire que ce régime-là a un bilan très négatif. Vous savez, tout ce qu'on dit a de la valeur en fonction de la personne qui le dit aussi. Ce n'est pas juste la connaissance, mais c'est l'attitude de la personne qui le dit. Le président Khalifa, depuis qu'il est dans le champ politique, il ne donne pas des promesses. Il fait et les gens découvrent. Quand il a géré la mairie de Dakar, il a transformé la ville de Dakar. Il a mis en place des politiques que les Sénégalais n'avaient jamais vues. Il avait mis le lait à l'école, il a commencé à aider les écoles, les écoliers pour avoir des uniformes. Il a commencé le projet de pavage. Et d'ailleurs, c'est un projet que l'État commence à amplifier dans toutes les villes du Sénégal. Ça veut dire que c'était une véritable vision. Et dans sa vision pour mettre en place ces pavages, c'était de créer des usines de pavage à Dakar. Et ces usines allaient aider des jeunes à avoir de l'emploi. Et aussi avoir des promoteurs, des jeunes qui se constituent en groupe et qui forment leur propre entreprise, gagner des marchés dans la ville pour pouvoir mettre en place ces pavages. Donc c'était utile pour l'emploi et c'était utile pour la ville. Et aussi, il avait un projet très ambitieux de faire le parking souterrain. Et c'est l'actuel candidat de Benno Bokk Yakaar qui était ministre des Finances qui avait bloqué ce... Vous vous rappelez l'histoire de l'emprunt obligataire de la mairie de Dakar. Et pourtant, le président Khalifa Sall, quand il mettait en place ses projets, il n'avait pas parlé sur tous les toits aux Dakarois que je vais faire ceci, je vais faire cela. Il l'a simplement fait. C'est ça notre différence. We do what we commit and we commit what we will do. C'est comme le disaient les Anglais. Tu fais ce que tu t'es engagé à faire et tu t'engages à faire ce que tu vas faire réellement. Ce n'est pas des paroles en l'air et c'est des choses concrètes que le président Khalifa va faire quand il arrivera au pouvoir. Mais est-ce qu'allez-vous répondre par exemple à quelqu'un qui vous dit, alors, est-ce qu'on peut avoir confiance à quelqu'un qui a eu à gérer une mairie, la mairie de Dakar, de façon pas tellement catholique? Est-ce qu'on peut lui confier l'avenir ou bien les destinées de ce pays-là? Une gestion pas catholique, c'est toi qui le dis. C'est pas ce que les auditeurs... Non, c'est pas moi qui le dis. C'est vous qui le dites. C'est la justice qui le dit. Non, la justice n'a pas dit ça. Ah bon? Oui. Les auditeurs à la mairie de Dakar qui ont été dépêchés, à l'époque, quand ils ont fait le rapport, ils ont dit que le président Khalifa Sall avait la meilleure gestion des mairies du Sénégal. Mais qu'est-ce qu'il a valu cette laissez-moi venir. Oui. Il avait la meilleure gestion au Sénégal. Une gestion transparente, une gestion limpide, avec des projets bien ficelés et tout, bien exécutés. Ça, vous pouvez retourner dans les appréciations de ces auditeurs, c'est ce que les auditeurs ont dit. Maintenant, ce qui lui a valu sa condamnation, tout le monde sait que c'est pour ça que l'État ne veut pas sortir le rapport de l'IGE. L'IGE n'avait pas mis en doute la gestion du président Khalifa. L'IGE avait dit plutôt qu'il fallait revoir comment la gestion de la caisse d'avance a été instituée. Et c'est une gestion, une procédure qui a été mise en place bien avant le président Khalifa Sall. Et c'est la procédure en question, par la personne du président, qui a été mise que l'IGE avait demandé de réformer. Maintenant, nous savons tous que le régime voulait chercher l'occasion ou la plus petite bête pour l'empêcher d'être candidat. C'était ça le but du jeu. Et pour ce faire, ils ont sali son nom, mais le président Khalifa est resté digne. Il est resté digne. La caisse d'avance servait à soulager les populations, ceux qui avaient des difficultés de se prendre en charge au niveau de la santé et beaucoup d'autres problèmes de la ville de Dakar. Il l'a fait. Et
comme son rôle, c'était pas de divulguer, lui, il sait que c'est pas parce que on t'inflige une injustice que tu dois en retour infliger une injustice aux bénéficiaires de la caisse d'avance. C'est pour ça qu'il s'est refusé de donner les noms des bénéficiaires de cette caisse d'avance. Parce que c'est pas parce que l'État cherchait lui à le nuire que lui il va nuire à ces personnes. Donc c'est toute la dignité de la personne. Et c'était une épreuve qu'il a grandi, une épreuve qui a montré que c'était un homme d'État, une épreuve qui a montré que c'est un homme digne de confiance. Et c'est une épreuve qui a montré que c'est un homme qui peut gérer le pays dans le calme, dans la sérénité et aller à l'essentiel, ne pas être dans des attaques personnelles, ne pas être aussi dans il n'est pas dans la rancœur, il n'est pas dans la chasse aux sorcières. S'il arrive au pouvoir, il n'y aura pas de chasse aux sorcières parce que nous sommes un pays pauvre. Le plus important, ce n'est pas d'emprisonner mon frère ou ma soeur, mais le plus important, c'est comment développer ce pays pour donner l'espoir à nos enfants. Voilà, le temps qui nous était imparti est terminé. C'était un plaisir de recevoir sur ce plateau M. Mad Codé Ndiaye. Je rappelle que vous êtes ingénieur en télécom, vous êtes le coordonnateur des cadres de Taxawu Sénégal. Merci et c'était tout un plaisir. Merci beaucoup, Georges. J'en profite pour saluer nos parents de Ndiaganiao, où j'ai été hier, envoyé par le président Khalifa Sall qui devait répondre à l'invitation de l'église de Ndiaganiao, qui connaît des difficultés parce que le bâtiment est même en cours de s'effondrer, le toit est tombé. Et donc, le président Khalifa a répondu à leur invitation, à leur soutien. Et donc, c'est pour cela que nous avons été hier à Ndiaganiao. Et nous le faisons dans tous les villages du Sénégal, là où le président Khalifa est sollicité. Il répond de manière très rapide parce qu'il est sensible aux préoccupations de ces populations. Donc, un coucou à nos familles de Ndiaganiao. Et donc, je te remercie, Georges, pour cette invitation. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Excellent week-end avec les programmes de Walf TV.